Bienvenue sur Together Women Rise, le podcast qui met en lumière les parcours de femmes qui se sont hissées à des postes de direction. Je suis Cécile Meunier, votre hôte, et dans chaque épisode, nos invités partagent les défis qu'elles ont affrontés et surmontés en tant que femmes et leaders. Plutôt qu'une recette universelle de réussite, je vous invite à créer la vôtre, en apprenant des expériences de celles qui ont déjà parcouru ce chemin. Vous entendrez des récits sincères et des conseils concrets pour guider votre carrière et votre vie personnelle. Que vous visiez une promotion, cherchiez de l'inspiration ou ayez simplement besoin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, Together Women Rise est votre espace pour rêver, oser et grandir. Bonjour et bienvenue Catherine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis super heureuse qu'on prenne ce temps pour parler d'un sujet essentiel mais souvent sous-estimé, qui est l'impact du choix de son partenaire de vie sur sa carrière. Et donc, tu es une femme qui a su, entre autres, se hisser à un poste de PDG chez Ikea, mais pas seulement. Et puis surtout, tu as réussi à concilier tes aspirations personnelles, dont familiales. Et c'est ça là-dessus que ça nous intéresse, c'est vraiment de voir comment ton expérience peut nous parler à toutes. Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes aussi bien ton côté leader que femme à travers 3 objets ou 3 chansons, enfin, de la manière que tu le souhaites, les symboles qui te représentent. Écoute, merci pour cette invitation déjà. Et oui, alors donc effectivement, j'ai occupé un poste qui était plutôt intéressant en tant que DG d'IKEA dans différents pays. Et si je devais choisir 3 objets qui me caractérisent, on va dire, ou que j'ai fait un petit test auprès de ma famille. Okay. Je me suis dit, tiens, si j'avais 3 choses, 3 objets, qu'est-ce que ça pourrait être ? Et en fait, on est tombé assez d'accord sur les objets. Ok. Alors, partage-nous. Alors, le premier, je dirais que ce serait un phare. Un phare, pourquoi ? Parce que c'est mon côté un peu brave, en anglais, courageuse. Okay. Je suis quelqu'un vraiment qui affronte qui peut être capable d'affronter la tempête. Et souvent, qui sort de sa zone de confort. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, moi parler au micro, ce n'est pas ma zone de confort, mais j'aime bien justement me challenger et me mettre dans des situations un peu, des fois, délicates, mais tout en mettant en sécurité quand même les gens qui m'entourent, que ce soit ma famille ou professionnellement. Okay. Donc ça, c'est le premier. Ok, le phare qui sait traverser les tempêtes et qui sait être aussi la lumière pour les autres pour traverser la tempête. C'est ça. Super. Alors après, si je devais avoir un deuxième, je dirais que c'est un échiquier. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, j'aime bien jouer aux échecs, donc forcément, spontanément, c'est un objet qui m'est familier. Mais en plus de ça, c'est un objet évidemment qui est assez, quand on joue, qui est assez stratégique et qui pense finalement pas uniquement au coup d'après, mais vraiment sur du long terme. Yes. Et ça transparaît aussi dans ma façon d'agir professionnellement. Je suis pas quelqu'un qui veut faire briller, faire un coup, mais j'aime bien laisser une trace, peu importe, plutôt positive, faut espérer, mais laisser une trace sur du long terme. Yes, ok, donc tu cherches plutôt à contribuer, tu cherches à vérifier, ok, qu'est-ce que ça va apporter sur le long terme et pas juste comme on arrive beaucoup à faire parfois en industrie, très rapidement on fait de l'argent, mais c'est pas grave après les déchets que ça peut générer et on est face à ça aujourd'hui. C'est ça. Et alors ton troisième objet ? Alors mon troisième qui me caractérise, on va dire, je dirais que j'ai pris un peu un symbole, c'est une lentille de vision connectée. Une lentille de vision connectée. Voire augmentée même. Ok. Alors c'est quoi ? C'est assez futuriste. Voilà. C'est que je suis en fait quelqu'un qui est d'abord, qui n'est pas digital native, mais qui est vraiment digital adopteur, on va dire, et très tourné vers le futur. Le présent et le futur, très peu tourné vers le passé. Le passé, évidemment, nous sert à nous construire, à construire l'avenir, mais je suis
j'ai pas beaucoup de souvenirs dans le passé. Okay. Je vis à fond le présent, mais surtout je vis à fond le futur. Alors ça a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Et alors dis-nous en plus, parce que là ça interpelle. Comment tu vis aujourd'hui justement le futur, par exemple au jour le jour? Alors, j'ai toujours pensé depuis tout temps que tout ce qui est innovation au sens large, digital, pas digital, innovation, ça doit servir l'intérêt de l'homme et de la femme. Une innovation qui ne sert pas cet intérêt-là, pour moi, n'est pas une innovation. Donc, partant de ce principe-là, ça doit améliorer la vie des gens. Okay. Donc, je suis toujours partie sur ça. Et depuis toujours, finalement, j'ai été attirée par l'innovation, même au tout début de ma carrière. Je n'étais pas encore chez Ikea. Évidemment, j'étais loin d'être DG chez Ikea. Et j'ai commencé dans une start-up en même temps qu'Ikea, en parallèle en fait, où c'était un chercheur qui avait inventé à l'époque, il y avait un brevet, et qui avait inventé à l'Anvar de l'antibruit actif. C'est-à-dire l'antibruit passif, c'est ce qu'on peut mettre comme isolant, et l'antibruit actif, c'est électronique. Okay. Donc il était précurseur des casques audio, des cancel noise qu'on a dans les casques audio. Et donc on a travaillé ensemble et j'étais attirée par son invention à l'époque. Et je suis pas ingénieur de formation, donc moi là, ma partie c'était plus la partie business. Et on s'est associés, on a commencé à travailler ensemble pendant quelques années. En parallèle d'IKEA. Et voilà. Et donc, j'ai fait ça dans toute ma carrière. C'est-à-dire que j'ai innové, même en étant dans une grosse société avec un concept fort, j'ai réussi en fait chaque fois à amener ma petite touche d'innovation, qui n'est pas forcément une révolution en soi, mais qui a porté une révolution au sein de l'entreprise. Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret justement pour inspirer ? Comment on peut apporter de l'innovation, comme tu dis, c'est des petites touches, parce qu'effectivement, les gros bateaux, il y a déjà une grosse culture, il y a des gros process. Qu'est-ce que tu as apporté, toi, concrètement, un ou deux exemples, justement, d'innovation, malgré ce cadre ? Alors, je vais prendre plutôt des exemples plutôt les plus récents, on va dire. Quand j'apporte une innovation, je l'ai dit, c'est pour améliorer quelque chose. Alors là, en l'occurrence, un service client. L'exemple que je prends. Et c'est souvent basé, pas d'une feuille blanche, c'est-à-dire c'est souvent basé d'une observation que j'ai eue ailleurs et j'ai transposé ça dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Alors là, c'est tout simple. Un jour, je déjeune avec, il se reconnaîtra, le DG de McDonald's en Belgique à l'époque, et il me dit, nous, on a mis en place, là, ça y est, on a mis en place des écrans digitaux dans nos McDo. Il faut commander maintenant, à partir de maintenant, sur les écrans. Alors, je lui pose quelques questions, et puis là, j'apprends qu'il augmente, grâce à ces écrans, aussi son chiffre d'affaires, que les clients sont contents, que les collaborateurs sont contents, et que c'est un win-win sur toute la ligne. Donc en fait, j'ai transposé cette idée, j'ai copié, on va être honnête, cette idée chez Ikea. Sauf que ça a été une révolution chez Ikea. Parce que le concept est fort, que chaque magasin doit être pareil, qu'il ne s'agit pas de bouger quoi que ce soit au niveau du concept. Donc il m'a fallu quand même me battre pendant quelques années, 2 ans exactement, pour convaincre Ikea au niveau global de pouvoir juste essayer. Ce qu'on a fait. Et je me rappelle, on a essayé dans le magasin de Gand en premier. On était cachés, c'est bien le mot, mais on observait les premiers clients qui allaient toucher leur écran. Mais en fait, pour les clients, c'était normal. Ça faisait déjà des années que chez McDo ou ailleurs, il y avait cet écran digital. Mais pour Ikea, c'était une révolution. Et donc, on a mis en place dans un magasin, et puis 8 magasins, et puis maintenant, c'est dans le monde entier, Ikea. Ok, super. C'est un bel exemple qui montre que, en fait, il faut déjà sortir. Il faut aller sortir pour aller s'inspirer ailleurs, pour pouvoir après ramener les idées, et aussi qu'on n'a pas besoin de tout recréer. Quand la roue est déjà créée, allons l'utiliser. Exactement, voilà. Exactement. Et donc, c'est aussi ça, faire preuve de stratégie et d'innovation. C'est pas forcément de tout recréer, quoi. Et maintenant, dans cet épisode, on va explorer donc comment, en tant que femme... Alors, je sais que côté francophone, on a quand même un problème avec le mot ambitieuse. Mais voilà, quand on a envie de faire carrière, positivement d'ailleurs,
Donc comment, quand une femme elle a envie de faire carrière, comment on peut construire une carrière épanouissante tout en gérant la dynamique d'un couple, voire d'une famille. Et donc surtout, on va parler de ce que ça signifie d'avoir un partenaire qui est un véritable allié dans la réussite de nos projets professionnels. Du coup, on va aborder les défis, parce qu'il y en a toujours, et aussi les leçons que tu en as tirées. Est-ce que ça te va, Catherine ? Écoute, oui, impeccable, Alors, un beau programme. C'est parti, alors parlons de ton mari. Est-ce que c'est OK si on donne son prénom ? Oui, bien sûr, Michel. Michel, alors voilà. Donc, en quoi dirais-tu que Michel a été un allié important dans ta carrière ? Alors, je dirais que déjà, nos relations sont basées sur la confiance. Alors, ça paraît évident, mais qu'est-ce que veut dire la confiance ? C'est quoi ? Déjà, je pense qu'il a une très, très grande confiance en moi. Et tellement grande confiance, des fois, plus que moi, je peux avoir confiance en moi-même. Donc, il est très serein. À aucun moment, il se met à douter de mes capacités, au sens très, très large. Okay, ça, c'est quand même un gros atout, d'avoir quelqu'un à côté de soi qui croit toujours, quand on a le moindre doute, la personne nous regarde en nous disant « Non, mais en fait, c'est bon, tu vas y arriver. » C'est exactement ça. Et c'est un peu sur ce ton-là. Parce qu'il est très cool. Mais bien sûr. Donc quand, par exemple, un exemple concret, plus récent, on va dire, quand je suis partie d'IKEA, j'avais évidemment préparé ma sortie, mais quand je suis partie d'IKEA, je me posais quand même des questions, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que je valais sur le marché. Et donc, lui me dit, mais évidemment que tu vas pouvoir aider des entrepreneurs. J'ai dit, mais oui, mais j'ai fait que IKEA. Donc, et c'est pas des entrepreneurs, c'est une grosse entreprise. Donc, est-ce que je vais savoir accompagner des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises ? Je ne savais pas, moi. Mais lui, il était convaincu que oui. Alors, j'ai commencé petit à petit, puis je me suis rendu compte que oui, évidemment, j'arrivais à apporter quelque chose. Mais au début, je doutais de moi-même, lui, il ne doutait pas. Et cette certitude qu'il a, lui, vis-à-vis de toi, ça t'apporte quoi ? De la force, évidemment, de la confiance en moi. Parce qu'on manque, on manque toutes, et je dirais toutes plus que tous, mais aussi tous, ça arrive aussi, bien sûr, de la confiance en soi. Donc, du coup, il m'apporte cette confiance en moi, évidemment. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, bon, voilà, tu as été CEO d'IKEA dans plusieurs pays. On se dit, ça va, elle n'a plus rien à prouver. Mais en fait, tous jusqu'à la fin, je pense, de nos derniers jours, ça nous fera toujours du bien qu'il y ait quelqu'un qui nous dise qu'il a confiance en nous. Même si on travaille toujours à augmenter notre confiance en soi. Mais... Oui, bien sûr. On a toujours des moments de doute, évidemment, dans toute position, je pense. Ouais. Donc voilà, ça aide. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as peut-être exprimé à Michel, à ton mari, que tu souhaitais justement faire une carrière à un certain niveau ? Alors, je dirais que c'est peut-être un peu atypique, mais j'ai jamais planifié ma carrière. Okay. C'est-à-dire que pour moi, ça a été la conséquence de mon énergie et la conséquence de ce que j'avais envie de faire, en fait. Mais ça n'a jamais été un but en soi. C'est-à-dire que je ne me suis jamais posée en me disant « demain, je serai CEO ou « demain, je serai DG ». Jamais. Donc, du coup, ça a été un peu au fil de l'eau. On est toujours venu me chercher. J'ai même une petite anecdote où on est venu me chercher par 2 fois et j'ai dit non pour des raisons pas professionnelles mais personnelles parce que j'étais dans un stade de ma vie où je venais d'avoir un enfant. Et donc, du coup, je voulais m'occuper de cet enfant et pas prendre des responsabilités en plus. J'étais confortable dans ce que je faisais et je voulais prendre le temps. Et donc, j'ai dit non par 2 fois. Puis la 3e fois, il était plus grand et j'ai accepté. Et ça, c'est super intéressant parce que ça, justement, c'est typiquement dans, on va dire, la carrière d'une femme, mais des moments où c'est possible qu'elle ait des enfants. Et comme tu dis, à ce moment-là, tu as choisi plutôt un poste où tu étais confortable au moment où tu te retrouves maman. Puis c'était ta première fois ou ta 2e fois ? La première fois. Et là, tu décides, j'ai envie de m'en occuper. Et du coup, tu décides de rester dans ce poste confortable. Combien de temps pour toi, t'occuper de ton enfant, c'était combien de temps ? C'était 1 an, c'était 2 ans, c'était quoi ? Alors en fait, je l'ai fait même 2 fois pour chaque enfant, à vrai dire, en réfléchissant bien. La première fois, ça a duré, je dirais, une petite année.
10 mois, peut-être, quelque chose comme ça. La deuxième fois, 2 enfants, deux fois plus de soucis. Ça a duré 2 ans. 2 ans parce que je voulais m'assurer que tout le monde allait bien dans la famille. Je maîtrisais ce que je faisais. À l'époque, j'étais directrice de magasin. Ça tournait. J'avais déjà bien travaillé pour que ça tourne. Et je me trouvais bien dans la ville où on était. Parce que par chance, c'était la ville de mes beaux-parents. Et donc, du coup, on avait de l'aide aussi. Et donc, du coup, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne veux pas bouger pour l'instant. Et puis, la troisième fois, au bout de peut-être 18 mois, 24 mois, on a bougé. Et là, je suis passée DG adjointe. Et donc là, au moment où tu prends ce poste de DG adjointe, donc j'entends que tu as quand même conscience que ça va être du boulot en plus, que là, tu vas sortir de la zone de confort et que maintenant, tu as 2 enfants. Quel rôle, justement, a joué ton mari et comment vous en avez discuté, justement, que toi, tu allais prendre ce rôle-là? Alors, je dirais qu'à chaque fois que j'ai pris une position importante, effectivement, tu as dit, c'est sur base de discussion. Et c'est vraiment un projet de famille. C'est-à-dire que ça n'a jamais été imposé et contraindre, que ce soit mon mari, évidemment, mais que ce soit aussi mes enfants. Bon, quand ils sont petits, non, mais plus tard, que ce soit mes enfants. Donc ça a toujours été un projet de famille et on a construit ce projet de famille ensemble. C'est-à-dire qu'on a transformé finalement quand même une contrainte pour eux, c'est-à-dire déménager. Donc là, on est plutôt quand tu as eu la contrainte avec tes enfants, c'est quand tu es partie en Allemagne Alors en Allemagne, mais aussi en France, dans différents endroits. Quand on a travaillé, je travaillais à Marseille, à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, plusieurs fois, à 3 endroits différents. Okay. Et alors concrètement, comment tu as construit ce projet commun? Quelle a été un peu la recette pour que chacun sente qu'il avait un peu le droit de parole quelque part? Eh bien, très certainement en donnant une vision positive des choses, que ça soit pour les enfants, que ça soit pour mon mari. On aime tous le voyage, on est tous un peu... On adore ça d'une manière générale. Donc le fait de voyager, de vivre dans un nouveau pays ou dans une nouvelle ville dans le même pays, c'est découvrir, être curieux et découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Donc ça a toujours été en toile de fond. Et on a réussi je pense que j'ai réussi à transformer ça en quelque chose de positif, plutôt que de le vivre comme une contrainte où on perd nos amis, on perd des relations qu'on a, on perd nos habitudes, on perd notre maison dans laquelle on est, etc. Voilà, c'est le côté un peu positive thinking. Et pour comprendre quel était l'impact pour ton mari, lui, sur sa carrière, parce que c'est pas encore un enfant, hop, on peut changer d'école. Normalement, on peut trouver une école qui prend la rentrée, mais c'est pas sûr qu'on retrouve un poste quand on déménage aussi facilement. Oui, ça c'est le grand sujet. Alors, je dirais qu'au début, avant qu'on ait des enfants, on va dire, il était hyper flexible. On déménageait en moyenne tous les 2-3 ans, et à chaque fois, il retrouvait facilement un job. Donc voilà, quand on a commencé à avoir des enfants, il fallait assurer l'intendance et que tout se passe bien à la maison, les inscriptions à l'école, qu'ils se sentent bien, aller les chercher. Et là, donc mon mari me dit, mais écoute, moi si tu veux, en tout cas on essaye, je vais pas travailler, je vais plus travailler, je vais m'occuper d'eux. Alors je lui dis, t'es sûr et tout, ça va aller Et oui, on essaye, et puis on verra bien. On peut toujours attendre de revenir en arrière, évidemment. Ouais. Donc c'est ce qu'on a fait. Il a pris goût à ça, jouer au papa poule. Donc c'est lui qui s'occupait vraiment de l'intendance de la maison et des enfants. Et jusqu'à la fin, je veux dire jusqu'à leur bac, il a fait papa taxi à la fin. Mais c'est l'équilibre de vie qu'on a choisi. Et je faisais des pitch checks de temps en temps. Je me disais, ça peut peut-être pas durer. Parce que pour moi, c'était super confortable, évidemment. Oui, parce que justement, qu'est-ce que ça t'a apporté de savoir que ton mari, finalement, gérait les enfants, l'intendance? Ça t'a apporté quoi? Énorme. J'avais pas besoin de confier mes enfants à une nounou ou dans une crèche et peut-être m'inquiéter au début. Je suis quand même assez mère poule. M'inquiéter au début, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'ils vont être heureux? Est-ce que ça va bien se passer? Parce qu'ils étaient avec leur père, donc évidemment, ça allait bien se passer.
Il y a la flexibilité aussi, pas d'horaire. Aller à 18h chercher son enfant à la crèche. Quand ils étaient malades aussi, je savais que mon mari de suite allait aller chez le médecin, il allait tout faire pour avoir un rendez-vous rapide. Donc moi j'étais vraiment tranquillisée et c'était plus un souci, plus un problème. C'était pas de stress. En fait. À quel point pour toi tu penses que c'est important ce côté où tu n'avais aucun stress? Enfin, aucun. Il y en a toujours un peu, de connaître les enfants, mais en tout cas, tu avais déjà une grande partie du stress lié à la gestion, on va dire, des enfants et de la maison, qui était gérée par Michel. Est-ce que tu pourrais quantifier finalement l'impact positif que ça a eu pour toi pour faire carrière et être peut-être encore plus dans ton job à 100%? Alors peut-être qu'il y a deux éléments qui m'ont permis de faire carrière. Évidemment, c'est lui. Oui. Pour la raison qu'on vient de dire, parce que ça a un impact énorme. Je crois, enfin c'est difficile de revenir en arrière, mais je crois que si j'avais été seule, il existe des mamans qui travaillent en étant seules, j'aurais pas pu faire carrière comme j'ai fait carrière. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la confiance. La confiance mutuelle dans la façon dont il allait gérer la maison et les enfants, et la confiance qu'il a en moi dans la façon dont j'allais gérer ma carrière et que j'allais, bien entendu, pour lui, y arriver. Donc j'entends que c'est un double pilier, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un double pilier. Et du coup, avec déjà tout ce qu'on s'est déjà dit, si tu avais donc un conseil à donner aux femmes, justement, qui n'ont peut-être pas encore rencontré l'homme avec qui elles vont passer un certain temps, on va dire. Mais, donc, quels seraient les ingrédients, justement, qui sont essentiels pour toi pour avoir un couple qui va permettre une carrière épanouissante? Même si, évidemment, ça t'appartient à toi et que chacun est différent. Aussi, ce que tu as vu autour de toi, d'autres femmes qui avaient les mêmes positions que toi, peut-être que vous avez constaté que vous aviez tout un peu des maris qui avaient peut-être des traits de caractère en commun. Alors, je dirais que le premier élément, en tout cas de ma recette à moi, c'est que il faut jamais être tout le temps à 100% de sa capacité en termes d'énergie. C'est comme si on a une batterie sur son téléphone. Ne jamais utiliser 100% de la batterie. C'est-à-dire se garder toujours, je sais pas, un espace de 20%, ou à peu près, c'est pour donner une image, pour sa vie personnelle, donc familiale, de couple, de maman, et ou pour garder aussi une latitude en cas de crise professionnelle. Et j'en ai vécu. C'est-à-dire que si on est toujours à 100%, on rentre le soir, on est vidé. Alors évidemment, ça peut arriver, ça m'est arrivé plein de fois, évidemment, mais il ne faut pas que ça dure dans le temps. Au burn-out, clairement. Donc en fait, il faut toujours se garder un espace de 20% où on n'est pas à fond, en fait. Alors c'est facile à dire. Là, on dit, ok, pour toutes les femmes, et Dieu sait qu'on sait qu'il y en a beaucoup de femmes perfectionnistes. Et dans ce côté-là, non, mais moi, il faut que je sois professionnelle. Je ne veux pas... Donc, comment on pourrait arriver à le traduire en quelque chose d'entendable, positif pour toutes ces femmes, qu'en fait, c'est se rendre compte peut-être aussi qu'en fait, à 80%, peut-être que tu délivres déjà du 110% par rapport à la norme. Oui, alors ça, c'est très difficile d'évaluer, effectivement. Parce que souvent, quand on est un peu perfectionniste et qu'on a tendance à beaucoup donner, généralement, on délivre beaucoup plus qu'on nous a demandé. Oui. Alors après, moi, j'ai une approche qui est un peu particulière et je sais qu'elle est un peu atypique. Moi, je ne travaille pas pour un objectif. Okay. Alors, dans toute entreprise, la performance, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on met derrière la performance ? En fait, chez Ikea, c'était pareil aussi. On mettait un objectif de chiffre d'affaires, un objectif de rentabilité, comme dans toute entreprise, normal. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. C'est pas ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est pas d'atteindre un objectif chiffré, un KPI quelconque. Ça me motive absolument pas. Moi, ce qui me motive, c'est de tout faire pour améliorer quelque chose et bouger les lignes. Donc, après, on atteint ce KPI, on atteint ce chiffre d'affaires, cet objectif ou pas, mais on a bougé les lignes et on a fait un pas en avant ou 2 pas de préférence. Mais on a fait quelque chose. Donc, me fixer un objectif chiffré, ça n'a jamais été un élément motivateur pour moi.
Et pourtant, tu en as eu chaque année. Et pourtant, j'en ai eu chaque année des dizaines. Mais justement, c'est comme un sportif. Un sportif qui se fixe un objectif de dire je vais faire un marathon en X heures. Il est tellement focus sur son objectif qu'il pourrait très bien se doper finalement pour y arriver. Ou un étudiant qui va dire il faut absolument que j'ai ce diplôme-là et qui pourrait la veille ou l'avant-veille faire du bachotage pour y arriver. Alors il y arrive. Mais est-ce que pour autant il a appris ? Non. Est-ce que pour autant le sportif est en bonne santé ? Non, parce qu'il s'est dopé. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu as réussi, toi, à chaque fois, à le relier finalement à tes valeurs et à donner un sens pour toi. C'est ça. Et du coup, après, tu agissais par rapport au sens que ça avait pour toi. Et donc, tu restais intègre envers toi-même. Et du coup, là, tu mettais en place ton propre moteur, même si à l'époque, peut-être, tu n'avais pas des managers qui savaient ce qui était moteur pour toi, mais toi, tu faisais toi-même le travail, quoi. C'est ça. Bon, après, j'ai toujours eu beaucoup de chance de m'entourer de gens très compétents. Ouais. Donc ça, c'était évidemment, ça aide. Oui, moi, l'objectif, c'est pas ce qui me motive. Ce qui me motive, c'est bien faire les choses. J'ai entendu apprendre. Que les personnes autour de moi soient motivées, engagées, et elles sont souvent, la plupart du temps, beaucoup plus compétentes que moi dans leur domaine, et que l'alchimie se fasse. Et alors là, en fait, ce qui se passe en général, c'est qu'on dépasse l'objectif. Et c'est ça qui est magique, et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de dépasser l'objectif, finalement, en ne recherchant pas le fait de l'atteindre. Mais en le liant plutôt à ce qui t'anime profondément et donner du sens derrière des chiffres. C'est ça. Et ça, je pense que c'est une vraie clé, je pense que pour tout leader, de l'entendre, parce que c'est aussi ce qu'une équipe a besoin pour après être engagée, comme tu viens de le dire. Ouais. Alors, on est quand même formaté dans une société où la recherche de l'objectif est partout. Et tout est normé, tout est avec des KPI, que ce soit professionnel ou personnel. Et très certainement qu'il faudrait qu'on sorte un peu plus de ce côté performance. Il y a une grosse pression à ce niveau-là. Mais donc, tu disais ça, c'était ton premier ingrédient, donc déjà de ne pas être à 100% dans le boulot, mais à 80% et avoir cette marge qui permet de survivre aux crises, de donner la partie à la famille. Quel autre ingrédient pour toi est essentiel pour avoir un bon partenaire, enfin en tout cas un couple qui fonctionne? Alors après, ça dépend un peu les caractères de chacun, mais moi je suis très organisée et beaucoup dans l'anticipation. Donc le fait d'être organisé, ça rend la vie, à mon sens, beaucoup plus facile que de réagir dans le stress et faire tout à la dernière minute. Mais bon, après, c'est ma façon de voir les choses. Et quand tu parles d'organisation, concrètement, tu t'organises dans quoi ? Alors, dans beaucoup de choses. Dans ma vie personnelle, je m'organise même pour prendre des vacances. Je ne suis pas du style à réserver la veille pour le lendemain. Parce que j'apprécie le fait de m'organiser et de vivre avant les vacances, le projet de vacances. Mais alors du coup, on est sur quoi ? Tu l'as prévu 1 an avant, 6 mois avant, 3 mois avant ? Alors ça c'est variable, je dirais que c'est minimum 6 mois. Ok, on est quand même sur une... Oui, c'est quand même de la belle prévision. Bon, après, cela dit, le ski, t'as intérêt, sinon t'as rien. Oui, et puis je me dis que t'as plus de choix. Dans les réservations, tu as plus de choix. Et puis j'aime bien étudier, voir. C'est mon côté un peu... Voilà, mon moment où je suis dans ma bulle, où je vais étudier quel est le meilleur endroit où on pourrait aller, dans quel contexte, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors je ne vais pas jusqu'à organiser le resto et ce qu'on va manger, faut pas exagérer. Mais au moins un toit, une voiture, un pays évidemment, et après on voit sur place. Là, ce qui est intéressant, c'est comment tu fais le choix par rapport à ton mari et tes enfants. C'est toi un peu qui as décidé, bon, dans l'année prochaine, on va tous en Croatie. Ou est-ce que tu fais un peu un brainstorming familial ? Comment ça se passe ? Alors, au départ, c'est plutôt moi qui me dis, on pourrait aller là ou là. Et puis après, on en discute. Et puis, naturellement, on se dit, voilà, c'est pas mal. Bon, après, je connais bien leur goût, on se connaît bien, évidemment. Je ne veux pas leur proposer quelque chose qui va à l'encontre de... Et tu restes moteur un peu sur la direction. Et est-ce qu'il y a d'autres domaines de vie où c'est moins toi qui es moteur ? C'est une bonne question.
Oui. Alors, oui. Surtout dès qu'il s'agit de faire quelque chose. C'est-à-dire, je peux avoir des idées, je peux avoir une destination, je peux avoir des idées pour décorer la maison, par exemple. Dès qu'il faut passer à l'action, aller acheter un canapé, aller acheter une lampe, aller acheter ou faire ou bricoler. Alors là, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Et mon mari est parfait pour ça. Mais du coup, par exemple, si on reprend le canapé, du coup, tu as juste dit j'ai besoin d'un canapé et j'aimerais à peu près ce style-là. Mais si lui, après, il va faire toute la tournée des magasins et qu'il revient avec le canapé, t'es OK. Tu l'as pas choisi, t'es OK. Ah non, alors peut-être pas jusqu'au bout. Sur cet exemple précis, sur d'autres exemples, oui. Ouais, non, mais là, j'ai une sensibilité quand même à la décoration. Non, mais c'est pour ça. Je suis sûre que le paquet de pâtes, tu t'en fiches de quelle est la marque. Oui, non. Alors, ça, c'est très vrai sur des achats d'électroménager, par exemple. Oui, ça, alors là, oui, pas de problème. Sur la décoration, j'aime bien quand même avoir mon mot à dire. Bon. Donc finalement, tu y vas au magasin avec lui pour choisir. Oui, j'y vais. Oui. Mais c'est pas moi qui suis moteur. Ok, c'est lui qui va aller se dire. C'est lui qui est dans le lead. Comme okay. on dit. Ok. J'allais dire, là, elle nous fait un total lâcher prise. C'est ça. Ah ouais. Non. Ok. Et pour revenir à ton couple, outre la gestion de l'ambition, parce que là aujourd'hui, ton mari, donc, comme tu dis, il a terminé à faire le taxi pour les grands, quoi, hein, quand ils sont adolescents, qu'il faut les amener à droite à gauche. Aujourd'hui, lui, il a pu retrouver un boulot. Quelle est sa carrière? Il est content de sa carrière. Qu'est-ce que t'en dirais? Enfin, même si tu parles pour lui, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, donc les enfants sont grands, ils sont toujours quand même en train d'étudier, mais qui vient de finir, puis il y en a une qui étudie toujours. Donc mon mari s'est remis à travailler et d'un commun accord, on a décidé c'est surtout lui, a décidé qu'il travaillait en intérim pour avoir la liberté. Parce que donc moi j'ai quitté mon poste de DG chez Ikea, maintenant j'accompagne des dirigeants d'entreprise. Et j'ai cette liberté d'indépendante. Donc il était un peu hors de question pour nous de revenir à ce que lui ait un travail fixe et moi avoir cette liberté. Donc du coup il a sa liberté aussi finalement, puisque quand il ne veut pas travailler, il ne travaille pas. Okay. Donc on fait quelque chose. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais par exemple on voit souvent quand les femmes ont suivi pour le coup leur mari en expat, etc., qui ont beaucoup bougé pour la carrière, c'est assez difficile pour une femme après une coupure de 10-15 ans, finalement de retrouver un boulot, et surtout un boulot intéressant, on va dire. Pour lui, boulot intéressant, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que ça a été facile? Ça a été pas facile après une coupure? Lui, il a fait une coupure de combien d'années? 23 ans. Ah oui. Donc, c'est une belle coupure. Oui. Alors, est-ce que ça a été facile? Il m'a étonnée parce que ça a été finalement facile. Oui, pour lui. Il est très courageux aussi. Il s'est vite remis dans le bain. Alors, il fait quelque chose qui le passionne pas, mais enfin, il se prend au jeu quand même. Et ça ne le pèse pas, bien au contraire, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour lui de retravailler. Donc, non, ça se passe plutôt bien, je dirais. Bon, c'est assez récent. On va voir si ça dure. Donc tu me dis, il n'est pas passionné, mais est-ce que c'est au niveau, on va dire, par rapport à la carrière qu'il a quittée il y a 23 ans, est-ce que le poste est moins intéressant et autant intéressant? Parce que évidemment, ça doit être différent, mais est-ce qu'il a perdu ou... Oui, il est moins intéressant. Il est quand même moins intéressant. Oui, pour être honnête, oui. Il ne fait pas tout à fait ce qu'il faisait dans sa branche, en fait. Il a accepté de redescendre un petit peu, pour remettre un peu le pied à l'étrier, quoi. Ouais. Et puis, on espère que d'ici 1 an, 2 ans, pouf, il puisse remonter. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte que ce soit aussi bien un homme ou une femme, à un moment donné. Toi, tu as été CEO, mais parce que lui, il a pris la place de vraiment t'aider, une vraie place au niveau des enfants et de la maison. Et puis après, il est confronté à la même chose qu'une femme. Qui serait dans la même quand ça fait 20 ans qu'on est sorti. Ouais. Et puis un trou de 20 ans sur un CV, personne ne comprend. Personne ne comprend ça. Ouais. Maintenant, si on regarde le regard des autres sur ton choix de couple,
Donc, il y a 2 choses pour moi. D'une part, on va commencer par justement le regard que les personnes ont eu sur votre couple, que c'était toi qui travaillais et c'était lui qui ne travaillait pas. Donc, qu'est-ce que tu as entendu? Alors, j'ai jamais eu en direct, en tout cas, des remarques désobligeantes. Par contre, concrètement, ça a été un peu compliqué parce que, bon, évidemment, c'était lui qui allait chercher les enfants à l'école, avec beaucoup de mamans. Et donc les mamans se connectaient entre elles, allaient boire un café, et il a rapidement été exclu de ces mamans, parce que c'était un homme. Et donc, du coup, ça a été un peu compliqué pour se faire des amis chaque fois qu'on déménageait. Il a toujours fallu que moi, de temps en temps, j'aille aussi chercher finalement les enfants à l'école, avec lui du coup, pour l'introniser dans ce milieu des mamans. Intéressant. Et une fois que c'était parti, évidemment. Mais il y avait un peu ce côté appréhension. Bon, je pense que c'était inconscient. Voilà, tous éduqués comme ça. Et même les femmes avaient très certainement inconsciemment cette appréhension de dire qu'est-ce que c'est ce papa qui vient chercher tous les jours ses enfants à l'école, quoi. Et donc, ne l'incluaient pas dans leur café ou dans leur discussion X ou Y. Et puis après une fois, c'était parti. Et ça se passait super bien. Et j'ai une autre personne que j'interviewe, mais en anglais. Elle a dû vraiment se confronter à sa famille. Elle est d'origine d'Argentine. Et alors que sa sœur est avec son mari, donc sa sœur ne travaille pas, mais son mari travaille. Et c'était genre, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi ton mari travaille pas? C'est pas normal. Et il a fallu qu'elle dise, non, en fait, c'est exactement la même configuration, sauf que là, c'est moi qui travaille et c'est mon mari qui gère les enfants. Je vois pas en quoi c'est différent, et merci, ça reste encore un homme, et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il a fallu vraiment qu'à un moment donné, alors voilà, Amérique du Sud, mais je pense que même sans être dans l'Amérique du Sud, même en Europe, tout à fait. il y a quand même, envers les autres hommes, tu vois, les autres hommes, comment ils percevaient ton mari, tu vois, vraiment le regard des hommes entre eux aussi, qui peuvent être un peu durs. Alors, la seule fois où ça a pu arriver, c'était plutôt mon père, qui comprenait pas pourquoi il s'arrêtait de travailler, quoi. Enfin, c'était quand même, c'est pas possible, quoi. C'est un homme, il doit travailler, il doit ramener du salaire à la maison, et voilà ce cliché. Mais bon, c'est une autre génération. Nos amis, alors est-ce que ce sont nos amis parce que ça se passe bien et donc voilà, c'est pour ça que ce sont nos amis? Non, je pense pas qu'il ait déjà vécu ça, honnêtement. Ce regard des autres hommes vis-à-vis de lui, ou ce regard des femmes vis-à-vis de lui. Je pense qu'ils nous ont acceptés comme on est, et même si eux, c'est évidemment souvent l'opposé. Et il est le seul dans cette configuration, enfin on est les seuls dans cette configuration, mais ça se passe plutôt bien. Alors c'est peut-être pour ça que c'est nos amis, hein. Oui, peut-être. Peut-être. Et la deuxième partie où je trouve que le regard de la société peut être dur, c'est le fait qu'une femme, voilà, à un niveau PDG, c'est que toi, tu as certainement été amenée à aller voyager, parce qu'on voyage quand même beaucoup, plus on grimpe les échelons quand même, plus on se retrouve quand même à bouger à droite à gauche et à être moins présent tous les soirs à la maison. Est-ce que tu as été déjà confrontée à de tes collègues qui font « Ah mais alors, qui c'est qui gère les enfants ?» ou mais alors ils voient jamais leur mère. Enfin, alors en fait, je suis assez finalement transparente, et donc je dis assez rapidement comment je suis organisée à mes équipes. Donc du coup, il n'y a pas de surprise. Ah mais qui va gérer tes enfants? Et c'est quand tu t'en vas comme ça plusieurs fois, ou même toutes les semaines ou plusieurs semaines. Finalement, j'ai jamais eu la question parce que j'ai anticipé finalement en disant voilà comment nous on est organisés. Mon mari s'occupe de l'intendance, c'est lui qui parle les langues étrangères d'ailleurs, il est bien meilleur que moi à apprendre l'allemand ou l'italien, et donc c'est lui qui s'y colle, et moi j'ai la liberté d'esprit pour être à fond, mais toujours à 80% dans mon travail. Et est-ce que tu as eu à certains moments une certaine forme de culpabilité? Je sais pas, imagine tu as les enfants qui sont malades, t'es pas là. Alors, je vais peut-être paraître égoïste, mais non. Non mais c'est top. C'est top parce que là justement, et quand je t'entends, je vois vraiment que pour toi, tu expliques à tes équipes comment tu fonctionnes, etc. Et la manière dont tu le dis, on voit bien que pour toi c'est juste.
on voit que tu n'as pas de culpabilité et c'est top parce qu'en même temps, j'ai entendu que tu es une maman poule. Oui. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui, donc, complètement. Qu'est-ce que la maman poule, elle a mis en place pour avoir justement une tranquillité d'esprit qui te permet après d'être super forte au boulot? Ouais. Alors, c'est peut-être effectivement de la transparence au travail et dans le couple aussi, hein, et de l'authenticité. On en parle beaucoup, hein, c'est un mot, je sais, qui est beaucoup galvaudé maintenant, mais c'est très important. Hein, c'est-à-dire, on est qui on est et on ne va pas changer. Alors, on peut s'améliorer, mais pas changer fondamentalement. Donc, il faut s'accepter, il faut bien se connaître aussi, hein, ça c'est super important. J'ai eu la chance aussi, grâce à l'entreprise dans laquelle je travaillais, de pouvoir faire plusieurs séminaires, plusieurs formations pour bien me connaître et pour pouvoir appliquer ce que j'avais vu sur la partie théorique sur le terrain. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc concrètement, c'est quoi que tu avais vu et que tu as appliqué qui t'a permis des formations sur le leadership, sur quel est mon style de leadership, quel est mon style d'apprentissage. Ça m'a beaucoup éclairé en fait. Alors c'était un petit peu l'étincelle et il fallait continuer derrière. C'est pas parce qu'on fait une formation que ça fait tout. Hein. C'est pas en une semaine ou 2 semaines. Et donc c'est vraiment une étincelle. Et j'ai fait la dernière d'ailleurs que j'ai fait faire à mon équipe avant de partir. C'est une intervenante qui est venue nous faire un profil sur nos énergies. C'est-à-dire qu'est-ce qui donne de l'énergie au travail et qu'est-ce qui prend de l'énergie. Et là, ça a été un peu la révélation pour moi sur qu'est-ce qui me donne, pourquoi je réagissais de telle façon. Ça m'a donné plein de clés d'explication, en fait. C'est pas que je me suis complètement découverte, mais je me suis dit, voilà pourquoi ça, je vais plutôt faire ça comme ça que comme ça. Et d'ailleurs, c'est un modèle que j'utilise maintenant quand j'accompagne les dirigeants, pour qu'ils se connaissent bien eux-mêmes, pas sur leur profil de personnalité, ça c'est d'autres modèles, mais sur qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui me prend de l'énergie. Et l'accepter, parce que c'est à vie. Parce que ça ne change pas. Et du coup, réorganiser aussi son temps pour être sûr qu'à la fin de la journée, il te reste de la batterie d'énergie et que tu n'as pas tout mangé. Quoi. Exactement. Et chercher la complémentarité, parce que ce qui me donne l'énergie à moi, prendre l'énergie à quelqu'un d'autre et vice-versa. Et ce qui fait la beauté de l'intelligence collective, c'est la complémentarité d'une équipe. Et pas recruter des gens similaires à soi-même. Ce qui est quand même une difficulté au début, non ? Oui, bien sûr. Au début, je ne savais pas. On a tous tendance à recruter... des mini-soi, quoi. Oui, bien sûr. Et quand on comprend qu'il vaut mieux recruter des gens différents et que ça marche, et qu'on est beaucoup plus performant dans l'entreprise quand ça marche, on a compris, on continue. Comme tu dis, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Parce qu'évidemment, quand c'est un mini-soi, la communication est plus fluide. Oui, c'est plus facile, ça va plus vite. Quand toi, t'es passé justement d'arrêter d'embaucher des mini-toi, mais des complémentaires à toi, en parallèle, t'as été vigilante à quoi ? Tu t'es fait accompagner, parce que justement, c'est un switch pour pas avoir ton biais d'affinité qui prend le dessus, mais à chaque fois, de rester en conscience, oups, là, je suis en train de me faire prendre par mon biais d'affinité. Oui. Alors en fait, on a quand même une base de valeurs qui devrait être commune, même si toutes ne sont pas communes, mais quand même, il faut qu'il y ait un ancrage quand même. Et ça, c'est important. Après, en termes de tout ce qui est compétences ou soft skills, ça doit être complémentaire. Moi, je sais là où j'ai des atouts et je sais là où j'en ai pas. Donc, je vais plutôt recruter des personnes qui ont les atouts que je n'ai pas, tout simplement. Alors, ou en soft skills ou vraiment en pure compétence, connaissance, mais surtout en soft skills. Parce que évidemment, c'est complémentaire. Donc, on en revient vraiment à un côté de vraiment bien se connaître, de s'accepter aussi avec tout ce qui est moins bon. C'est ça. Et du coup, d'aller chercher auprès de l'autre et de ne pas se sentir en compétition. C'est ça. Mais justement de se dire, mais tant mieux, je sais où je suis bonne et je reste là où je suis bonne. Et ce qui est, je pense, une grosse difficulté au niveau à surpasser. Oui, parce que ça laisse à la fois aussi beaucoup d'autonomie finalement aux personnes avec qui on travaille. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs bien précis où de personnes me remerciaient chaque fois de leur laisser autant d'autonomie. Mais pourquoi ? Parce qu'ils étaient excellents dans ce qu'ils faisaient. Et moi, sur ce domaine-là, je savais de quoi on parlait, évidemment, mais ce n'était pas ma force. Donc, du coup, la personne avait une autonomie énorme.
et avait besoin de cette autonomie pour être créative, pour innover, pour ajuster, voilà. Et là, on en revient à un autre podcast que je ferai sur un autre sujet qui est: doit-on savoir faire ce que fait notre équipe ? Absolument pas. Voilà. Alors absolument pas. Alors là, moi, j'entends très clair. Encore beaucoup parfois de managers, un peu les premiers managers qui sont pas encore très high seniorship, parce que de toute façon, plus on monte, plus faut lâcher. Bien sûr, on peut pas savoir tout faire. Bien sûr. Mais quand on est au début du leadership, on a l'impression qu'on est seulement crédible que si on sait tout faire, mais pas du tout. Enfin, sinon, là, on peut pas rester à ton 80%. Ouais. On a toujours tendance, là aussi c'est une histoire d'éducation, plus on va dire dans la vieille Europe, à demander à ce que son chef sache tout faire et sache faire avant de pouvoir donner des ordres. Mais en fait c'est l'inverse. Moi souvent je posais des questions en disant comment toi tu ferais quoi. Et j'avais une très bonne réponse des personnes. Je dis alors vas-y. Voilà, la confiance aussi. La confiance, c'est une forme de confiance, évidemment. Ouais, tout à fait. Donc d'abord un bon recrutement. Oui, c'est ça. Ok. Et pour terminer sur le côté justement carrière et couple et famille, je trouve que ce qui a changé quand même ces dernières années avec le Covid, on a eu cette chance de travailler de chez soi et que ça devienne un peu une norme de pouvoir, comment on appelle ça, du télétravail, mais aussi bien chez les hommes et chez les femmes. Donc ce n'est plus été juste le mercredi pour les femmes qui le prenaient, mais ça a ouvert un champ des possibles, puisque les papas ont découvert qu'eux aussi, 2 à 3 jours par semaine, ils pouvaient travailler de la maison et du coup ils pouvaient aller chercher les enfants à l'école. Et quand j'entends aujourd'hui Amazon qui force le retour 100% massif, moi je sens que ça peut être un recul sur les avancées du partage justement que les femmes peuvent aussi bien faire carrière que l'homme, parce qu'on a donné la possibilité aussi à l'homme de prendre la même place que la femme au niveau, on va dire, au moins d'aller chercher les enfants. Alors tu as tout à fait raison, je partage tout à fait. Le télétravail, on est passé de 0 télétravail à 100% de télétravail, à 80% de télétravail juste après le Covid. Et maintenant, on revient à 0% dans certaines sociétés. Je pense que c'est une erreur. Le télétravail, c'est quelque chose de très personnel. Il y en a qui adorent le télétravail, il y en a qui détestent le télétravail. Et c'est vraiment une histoire de personnes. Moi, juste avant le Covid, je m'autorisais tous les 15 jours, alors c'était tous les 15 jours, on ne parlait pas de télétravail à l'époque, tous les 15 jours, à rester une journée à la maison et me poser, réfléchir, travailler à mon biorhythme aussi. J'ai découvert que il y a des moments où j'étais très efficace et puis des moments où je l'étais moins, et puis je reprenais derrière. Et je me suis rendu compte de l'efficacité de cette journée. Alors c'était intuitif de ma part, encore une fois il n'y avait pas eu la crise du Covid, c'était juste avant, et je m'étais instauré ce rythme-là et je trouvais ça très efficace, et personnellement pour voir mes enfants et professionnellement. Donc je trouve que le télétravail c'est très bien, mais c'est une affaire très personnelle. Alors évidemment dans les entreprises il faut un peu l'encadrer, évidemment, mais il ne s'agit pas d'imposer un nombre de jours précis à chaque personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont jamais vouloir être en télétravail. Quand on est jeune, pas en couple, sans enfant, le travail, c'est là où on rencontre du monde. Et puis il y en a d'autres, à l'inverse, leur monde idéal serait de ne pas en rencontrer. Alors évidemment, il y a un juste milieu. Alors après, dire c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'en sais rien. Mais il faut donner un cadre dans lequel chaque personne s'y retrouve. Full télétravail, peut-être que ce n'est pas la bonne solution pour une histoire de cohésion d'équipe, mais... créer de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, si on ne se voit pas... Et puis apprendre ce qu'on entend quand on est au boulot, on apprend des choses qu'on ne peut pas savoir. Et puis on est des animaux sociaux. Exactement. Donc il nous faut du contact, ce n'est pas que avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, qui ne sont de moins en moins sociaux, mais ça c'est un autre sujet. Et donc c'est peut-être un juste milieu. Donc partir de 100% de télétravail et revenir à 0... Je ne pense pas que ça soit une bonne solution. Et le côté
d'inviter les entreprises à inciter, en tout cas favoriser, que ça ne devienne pas quelque chose de genré. Parce que ça serait le risque qu'en fait tous les hommes reprennent à 100% et que les femmes soient 3 jours à la maison et du coup ça devient vraiment genré le télétravail. Non, et puis je pense que maintenant ceux qui auront goûté ça et qui apprécient le télétravail, ça peut être des hommes comme des femmes. Alors, pour terminer, 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a une figure de leadership, mais ça peut être aussi bien qui a été quelqu'un de ta famille ou un mentor ou même un personnage fictif, d'une BD, d'un dessin animé, tu vois, qui t'a particulièrement inspiré dans qui tu es? Alors, je sais que c'est un peu particulier, mais j'ai pas un nom même fictif. Enfin, j'ai pas un nom d'un acteur, un chanteur, un personnage connu, parce qu'en fait, j'ai la fâcheuse tendance à prendre un peu le meilleur de plusieurs. Donc, et je pourrais même pas citer les plusieurs, parce qu'en fait, c'est un peu sur le fait. Ça peut être un employé que je vois une fois tous les ans, qui à un moment donné amène quelque chose de tellement pertinent, je dis tiens, c'est vachement inspirant ce que la personne dit, et je vais me l'approprier. Enfin, je vais essayer de m'en inspirer pour le mettre en œuvre. Mais ça peut être un homme politique, oui, ça peut. Ça peut être un manager, un leader, un N+1. Mais c'est un peu tout azimut. J'ai jamais été trop à idolâtrer un chanteur, ne serait-ce qu'un chanteur ou un acteur de cinéma ou une actrice de cinéma. De prendre le meilleur, c'est intuitif, ce que je dis, c'est pas calculé, pour m'en inspirer. Ok, super. Donc en fait, tout au long un peu de ta vie, selon ce que tu vivais, c'est ça, de l'extérieur, tu prenais des briques. Oui, c'est ça. Ok, super intéressant. Et pour conclure, quel message aimerais-tu transmettre à la future génération de femmes ambitieuses, justement, qui cherchent à construire une carrière tout en restant fidèles à elles-mêmes, à leurs valeurs, comme on a vu, et à essayer d'avoir une vie de couple épanouissante? Oui. Alors, je dirais, ça doit être basé, si je prends ma propre expérience, sur une confiance mutuelle avec son partenaire. Donc, j'ai bien dit mutuelle, pas que dans un sens. Ça ne sert à rien de vouloir être absolument performante dès le premier jour et d'être perfectionniste au point de tout mettre son énergie dans une seule activité qui est son activité professionnelle. Et je dirais que le 3e point est se garder donc ces 20% là. Et peut-être juste pour qu'on ait des tips, des conseils, c'est quoi tes garde-fous pour être sûr que tu gardes tes 20%? Ouais, alors ça c'est une bonne question. C'est en me connaissant moi-même que j'ai pu affiner ça et me dire mais 20%, quels sont les signaux qui me font dire attention. Là tu es en train de manger tes 20%. J'en ai un qui est infaillible, je dirais, mais bon, je ne l'ai pas découvert au tout début, c'est avec le temps. C'est que j'ai très facilement une bonne capacité à m'endormir. Même quand j'ai des soucis, peu importe lesquels. Par contre, quand j'ai un sommeil très agité, ça veut dire qu'il faut que je lève le pied. C'est-à-dire que je me réveille plusieurs fois dans la nuit, je me rendors, mais et du coup, le matin, je suis épuisée. Forcément, j'ai pas eu un sommeil réparateur. Donc ça, c'est mon petit signal, là, où je me dis, oula, il faut lever le pied. Donc, lever le pied, il y a 1000 façons de lever le pied, évidemment. Quand on a une équipe, c'est facile. On délègue plus, évidemment. On reporte, on fait un peu un tri dans nos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment urgent et important, qu'est-ce qui est urgent uniquement ou qu'est-ce qui est important ou pas important du tout. Et qu'est-ce que tu répondrais justement à quelqu'un, parce qu'on l'entend souvent, vraiment en coaching je l'entends souvent, genre ah non mais là tout est important, non mais là j'ai pas le choix. On a toujours le choix. J'accompagne pas mal de personnes. Il y a une matrice qui s'appelle, certains la connaissent, la matrice d'Eisenhower, inventée par M. Eisenhower, qui justement croise ce qui est important, ce qui est urgent. Et de là, on arrive à tirer des priorités et on se concentre sur les priorités. Et des fois, on dit, ça on ne fait pas.
On accepte de ne pas faire. Ça, c'est dur. C'est le plus dur. Hein. C'est la case dans la matrice qui est le plus dur. De dire ça, eh bien, tu sais quoi ? On ne le fait pas. Ok, donc voilà. Donc le plus gros conseil, être capable à un moment donné, et ça ne sera pas les premières années, mais au fil des années, être capable de dire ça, on ne le fait pas, et c'est le mieux. Oui. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. On ne s'écoute pas assez, en fait. Plus on s'écoute, plus on se comprend. Et plus on se connaît. Surtout quand on est jeune, forcément, on débute, je vois mes enfants, on fait tous pareil, hein, on passe tous par là. Et puis on a beaucoup d'énergie quand on est jeune. Et on a beaucoup d'énergie, donc on se dit, c'est pas grave, on y va à fond. Ok, bien sûr, cette énergie, il faut la canaliser, il faut l'utiliser à bon escient, mais il faut s'écouter. Il y a des... Alors, peut-être donner un tips, il y a des tâches, des choses qui nous prennent de l'énergie. Comment on les identifie ? C'est en général ce qu'on reporte. Qu'on met dans la to-do list et on le reporte au lendemain, au surlendemain, la semaine prochaine, au mois d'après. Donc, et ça, il faut trouver une solution avec ces tâches parce qu'elles sont peut-être importantes, mais elles nous donnent zéro énergie. Donc, il faut trouver une solution. Soit déléguer si on peut. Déléguer si on peut, prendre des conseils extérieurs. Il y a 1000 façons, se former aussi, se développer sur certains aspects. Voilà, il y a 1000 façons. Il faut trouver une solution sur ce qui ne donne pas d'énergie. Ok, super. On termine là-dessus sur l'énergie, que je trouve aussi un grand sujet. Oui. Eh bien, un tout grand merci Catherine pour ton honnêteté, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et je suis sûre que beaucoup de femmes qui nous écoutent se retrouveront dans ton parcours, dans tes réflexions, dans tes conseils. Et je te souhaite alors une excellente journée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.